S'il y a bien un homme, un être humain qui a démontré sa puissance dans One Piece, c'est lui, Roronoa Zoro. Celui qui a fait une promesse à son capitaine, la promesse de ne plus jamais perdre un seul combat. Alors avant de faire cette promesse, Zoro va perdre. Et il va perdre contre la fille la plus forte de son dojo. Combien de fois? 2001 fois. Pourquoi? Bah parce que Zoro c'est le mec qui ne lâche jamais rien. C'est le petit garçon qui ne veut que s'améliorer, qui veut devenir quelqu'un. Qui? Le meilleur sabreur du monde. Et avant ça, il va passer par plusieurs phases. Et la première étape, c'est le deuil. La perte d'un être cher. On va forcément parler de sa puissance physique, mais il faut aussi qu'on parle de sa puissance mentale. Parce que oui, on dit que pour faire un beau combat, il faut deux beaux combattants. Et quelle combattante était Kuina? Elle a vaincu Zoro 2001 fois, mais ça on s'en fout. Parce que le nombre de défaites, c'est pas important. Non, ce qui est important, pour Zoro, c'était d'avoir quelqu'un pour le pousser. Un objectif, un rival, une amie. Une amie à qui il va faire une promesse, celle de devenir le meilleur sabreur du monde. Et si Kuina part avant lui, alors le petit garçon qui ne lâche jamais rien va clairement pas lâcher sa promesse. Sans elle, Zoro n'aurait jamais pu devenir celui qu'il est devenu. Et s'il avait décidé d'affronter sa rivale avec 2 sabres, il va devoir maintenant se battre avec un 3e sabre, celui de Kuina. Zoro s'entraîne avec 3 lames et crée plusieurs techniques, dont le très connu Onigiri. Mais ça, c'est pas très important, non, parce que ce qui est important, c'est que Zoro va rencontrer son futur capitaine, vous le connaissez très bien, Luffy. Et c'est grâce à cette rencontre qu'il va devenir très puissant. Parce qu'avant ça, on ne sait pas vraiment ce que Zoro a fait. Enfin si, on sait qu'il a dû traumatiser pas mal de gens, une partie de la population, puisqu'on dit de lui qu'il est un démon. En fait, Zoro a déjà une réputation et est déjà connu dans East Blue. Mais là, il s'est fait capturer par la marine parce qu'il a protégé une petite fille. Et là, Zoro est attaché à un poteau dans une cour, en plein soleil, sans boire, sans manger. Et le mec va tenir 9 jours. 9 jours juste à attendre et à résister. À se faire battre par des gardes, à se faire humilier. Et là, on voit déjà une chose, c'est que au-delà de sa force physique, Zoro est quelqu'un qui ne lâche jamais l'affaire et qui a une détermination sans faille qui, je pense, n'a jamais été égalée dans tout One Piece. Il y a cette scène où la petite veut donner à manger à Zoro, mais vous savez très bien qu'il y a un mec qui va venir tout gâcher, c'est Elmep. Il va écraser la boulette de riz, la nourriture de Zoro par terre, mais vous savez ce que Zoro va faire au final? Il va demander à Luffy de la lui donner. Et il va la manger. Et il va non seulement la manger, mais en plus de ça, il va dire que c'est super bon. Ok, vous allez me dire qu'il avait juste faim et c'est pour ça qu'il a mangé la boulette de riz, mais ça n'empêche que ça a tapé dans l'œil de Luffy. Ce gars-là est déterminé. Et d'ailleurs, peu de temps après, Zoro va finir par récupérer ses katanas et vous savez ce qui se passe? Il va se débarrasser d'une armée complète de marine en solo, il va les repousser en ayant que dans le ventre une petite boulette de riz qui a été écrasée par terre. Et ça, c'est que le Zoro du début de l'œuvre. Et d'ailleurs, il y a un truc dont personne parle et qui est pour moi très bizarre, c'est le Zoro dans l'arc Baggy le clown. Alors certes, cet arc, c'est surtout la rivalité entre Luffy et Baggy, mais le truc qui m'a semblé complètement fou dans cet arc, c'est à quel point Zoro est loyal envers son capitaine. Vous allez voir que c'est Zoro qui va combattre en premier Baggy et il va se faire surprendre. Il va se faire surprendre parce qu'il s'est fait planter. Donc là, on a un Zoro qui s'est pris un coup de couteau, qui est aux portes de la mort et qui va sauver son capitaine en portant la cage à bout de bras. Parce que oui, forcément, si on peut pas casser la cage, le seul moyen, c'est de la porter. Et vous savez, ce qu'on oublie sur Zoro, c'est le fait que le mec peut se régénérer juste en dormant. Et ça, d'ailleurs, il a une théorie là-dessus, c'est que quand il dort, il médite. Et quand il médite, il parle avec ses démons intérieurs et ses démons le soignent, etc. Bon, c'était une petite théorie vite fait, fallait que j'en parle. Non, là où Zoro va devenir vraiment fort, c'est contre qui? Bah, vous le savez. Contre Mihawk. Et Mihawk, c'est qui? C'est le sabreur le plus fort du monde. Et si Zoro arrive à le vaincre, alors il sera le plus fort du monde, en tout cas le meilleur sabreur du monde. Mais forcément, on est au début de l'œuvre et ça va certainement pas arriver tout de suite. D'ailleurs, ça va certainement pas arriver plus tard, parce que même encore aujourd'hui, on sait toujours pas si Zoro peut vaincre Mihawk. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Non, ce qui est important dans ce combat, c'est que Zoro va devenir plus fort. Il va pas devenir plus fort physiquement, mais il va devenir plus fort mentalement, parce que Zoro va se faire détruire par Mihawk. Il va se faire humilier parce que oui, Mihawk va le vaincre et il va pas le vaincre avec un sabre ou autre chose. Non, il va le vaincre avec un tout petit couteau. C'est ce truc-là qui va venir à bout de Zoro. Et là, depuis tout à l'heure, je vous dis que Zoro est un mec déterminé, il va le prouver une fois de plus. Parce que cette fois-ci, quand il est aux portes de la mort, quand il est à 2 doigts de mourir, quand il sait qu'il a perdu et qu'il va mourir ici et maintenant des mains du mec qui l'a recherché depuis tout ce temps, c'est-à-dire le mec qui maîtrise le mieux les sabres au monde, Zoro va se retourner les bras écartés. Tout ça pour faire face à son ennemi, parce que pour un épéiste, il n'y a pas d'honneur à se faire tuer dans le dos. Et vous savez ce que fait Mihawk à ce moment-là? Il sort son sabre Yoru, une lame noire, et d'ailleurs aujourd'hui, on ne sait toujours pas d'où viennent ces lames noires, mais en tout cas, Mihawk sort sa lame noire pour trancher Zoro, parce que oui, Zoro a tapé dans l'œil de Mihawk. Justement parce qu'il est tout ce que je viens de vous dire. Déterminé. Et vous savez ce qui se passe quand Zoro se prend un coup de lame extraordinaire en plein milieu de son torse? Bah ouais, il survit. Parce que Zoro, c'est le mec qui survit à tout. Zoro, c'est juste un être humain normal, il a pas de fruit du démon, il a pas de pouvoir, il a pas alterné sa génétique. Non, Zoro, c'est un être humain normal, un gars qui s'entraîne tous les jours pour devenir le meilleur, pour devenir la meilleure version de lui-même. Et ce jour-là, Zoro va se manger un coup qui va le marquer à vie. Mais il va pas juste survivre, il va faire une promesse à son capitaine, à son roi des pirates, Monkey D. Luffy. Zoro va lui dire une chose: je ne perdrai plus jamais un seul combat à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne perds plus jamais. Et ça nous amène à l'arc Arlong. Et pendant cet arc, Zoro est amoché de fou, normal. Il vient de se faire détruire par Mihawk. Il a des bandages de partout, mais je pense que vous savez très bien où je veux en venir. Parce que Zoro va évidemment combattre pour protéger son capitaine, pour protéger ses amis. Et il y a un truc qui est assez fou dans cet arc, c'est qu'évidemment on a des hommes poissons et les hommes poissons sont 8 fois
plus fort que les êtres humains normaux. Et donc évidemment Zoro débarque dans le QG d'Arlong et forcément il va vaincre plusieurs hommes poissons, ça c'est clair et net. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire un truc, c'est que pendant le combat contre Mihawk, Zoro va perdre 2 de ses lames. Du coup dans l'arc Arlong il a plus qu'une seule épée. Et là il va affronter un adversaire Octo qui a 6 lames qui pèsent chacune 300 kilos, rien que ça. Là si je résume, on a un Zoro blessé qui a qu'une seule lame, qui doit affronter un homme poisson qui est 8 fois plus fort qu'un être humain normal et qui a dans chacun de ses bras, ou plutôt de ses tentacules, une lame à 300 kilos. Et pourtant Zoro va réussir à vaincre son adversaire. Ok, déjà faut qu'on parle absolument d'un truc concernant Zoro, c'est que déjà c'est un mec déterminé, ça vous le savez, j'arrête pas d'en parler. Mais je sais pas si c'est un mec déterminé ou un mec complètement fou. Je viens de vous dire que Zoro avait perdu 2 de ses sabres et là on est dans l'arc Lockdown. Et Zoro décide d'aller faire quelques achats et d'acheter forcément 2 épées qui lui manquent. Parce que oui, Zoro, c'est le mec qui se bat avec 3 épées, c'est sa marque de fabrique. Donc il va dans ce magasin là, dans Lockdown, il entre dans la boutique. Mais le truc c'est que Zoro a pas beaucoup d'argent, 100 000 berries seulement. C'est vraiment pas assez pour acheter des sabres et ça le vendeur l'a très bien compris. Puisque quand il va voir qu'à la ceinture de Zoro se trouve un des sabres légendaires de Shimotsuki Kozaburo, et ben il va se dire quoi? Je vais plumer ce pigeon. Alors il essaie de proposer de l'argent à Zoro, mais vous savez très bien qu'il va refuser parce que c'est le sabre qui appartenait à sa meilleure amie Kuina. Bon ça déjà ça montre que Zoro c'est un mec loyal, qui a des principes, mais ce qui va être complètement fou dans cette scène, c'est ce qui va suivre. Le vendeur a beau insister pour que Zoro vende son sabre, c'est mort. Ce sabre n'est pas à vendre. Alors le marchand va l'envoyer péter dans l'arrière-boutique chercher des sabres à 2 balles dans des tonneaux. Et vous savez ce qui se passe, c'est que Zoro va trouver un autre sabre maudit, comme si ce sabre l'avait appelé, comme si ce sabre l'avait choisi. Le Sandai Kitetsu. Zoro l'a très bien compris, ce sabre est ensorcelé, il porterait malheur à tous ses possesseurs qui finiraient tous par mourir, justement à cause de cette malédiction. Mais vous croyez vraiment qu'un sabre maudit ça va arrêter Zoro? Non, non, non. Non seulement Zoro va vouloir l'acheter, mais en plus de ça, il va tester le sabre. Et comment il va le tester? C'est simple, il va le jeter en l'air, tendre son bras, et si le côté tranchant du sabre tombe face à son bras, ça va donc le trancher son bras, c'est-à-dire que Zoro va parier son bras qui, au passage, est ultra important. Si tu veux devenir le meilleur sabreur du monde, t'as intérêt à avoir 2 bras. Enfin, je dis ça, mais il y a Shanks, donc je retire un peu ce que j'ai dit. Non, mais plus sérieusement, il va jeter le sabre et vous savez très bien ce qui va se passer. Son bras est donc tendu, la lame va tourner dans les airs et évidemment, la lame va épargner son bras. Ça y est, Zoro est convaincu, cette épée, ce sera sa nouvelle épée. Et quand on parle des forces de Zoro, c'est aussi parce que le gars, il a des sacrés balls. Ce mec-là n'a peur de rien, il est prêt à tout pour atteindre ses rêves. Enfin, quand je dis à tout, c'est surtout mettre sa vie en jeu et montrer qu'il est loyal, montrer qu'il est le plus fort. Ça, c'est Zoro. Et je rappelle qu'on est toujours au début de l'œuvre et que plus on ira loin dans cette vidéo, et plus vous verrez à quel point Zoro est très 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 fort. Là, on est dans l'arc Whiskey Peak et c'est pour moi dans cet arc que Zoro va vraiment progresser. On va vraiment voir un Zoro comme on n'en a jamais vu depuis le début de l'œuvre. Déjà, dans cet arc, Zoro est complètement bourré. Littéralement, il a bu trop d'alcool. Et là, t'as une armée de chasseurs de primes qui va décider de l'attaquer. Oui, parce que le meilleur moment pour attaquer un mec bourré, c'est en pleine nuit quand il dort. Mais vous avez très bien compris que Zoro, c'était pas n'importe quel gars et que pour lui, l'alcool, c'est de l'eau. Le mec, il a pris une cuite de malade et il est déjà debout. Il est déjà réveillé, prêt à combattre. Et dans cette scène, il est tout en haut d'un bâtiment et tout en bas, t'as une armée de chasseurs de primes. Et là, on voit déjà que Zoro a progressé dans un domaine, la rapidité. Ils ont même pas le temps de lever les yeux vers lui qu'il est déjà en bas avec eux. Et en plus de ça, il va les troller, ils vont se tirer dessus entre eux, croyant le viser, croyant le toucher. Mais c'est trop tard, le mec est plus rapide que les balles. Et c'est juste un être humain normal. Inutile de vous dire que toute la ville se met à ses trousses, et inutile de vous dire que Zoro est intouchable, il esquive tout, il découpe tout, il est juste trop fort. Un seul coup, une technique à 2 sabres pour envoyer tout le monde dans les airs pour vaincre tous les chasseurs de primes. Mais là où c'est vraiment badass, c'est qu'il va tomber contre un mec ultra balèze. Ce gars-là a un point américain, et il va lui envoyer une golden dans le visage. Mais forcément, c'est loin d'être suffisant pour vaincre Zoro. Regardez comment c'est badass, c'est Zoro qui soulève le mec qui le soulève. Je sais pas si vous vous rendez compte de sa force. Mais vous savez à quel point Zoro est précis avec ses katanas, c'est quand il arrive à découper une crotte de nez. J'ai bien dit une crotte de nez, parce qu'il va combattre un mec qui a mangé un fruit du démon qui peut envoyer des crottes de nez explosives. Et d'ailleurs, c'est dans cet arc-là qu'on a le seul et unique combat, Luffy contre Zoro. Ça aura pas duré longtemps, on n'aura pas eu de vainqueur, parce que les deux ont été égalité, mais ça veut dire une chose, c'est que Zoro peut rivaliser avec Luffy, en tout cas à ce moment-là. Et je vais faire un petit détour dans un arc où Zoro est pas tellement présent, c'est l'arc Little Garden. Dans cet arc, t'as Nami et Usopp qui se font courser par des dinosaures, et t'as Zoro qui, l'air de rien, se perd comme d'habitude, mais qui a réussi à coucher un dinosaure. Il le traîne comme si c'était rien. Mais dans cet arc, il y a une scène qui est vraiment marquante, elle est complètement folle, c'est quand Mr. 3 va arriver. Il va réussir à toucher Nami et Zoro, et autrement dit, il va les condamner. En fait, Mr. 3 a un pouvoir, il peut transformer les gens en cire. Et donc là, Zoro et Nami sont condamnés à devenir des statues de cire. Et vous savez ce que fait Zoro à ce moment-là? Vous savez comment il réagit? Il réagit pas. Le mec est zen, le mec est tranquille. Il est même prêt à s'amputer lui-même pour rester vivant. Nami va l'en empêcher, évidemment. Elle a bien fait, mais j'avoue que ça aurait été tellement badass de voir un Zoro se couper lui-même un membre pour survivre. Enfin, franchement, le mec est prêt à tout. Et d'ailleurs, même quand il est condamné, il tape la pose. Ouais, parce que s'il devait mourir là en statue, autant avoir une pose badass, non? Bon, évidemment, Luffy va intervenir juste à temps, et vous savez ce que fait Zoro juste après s'être fait libérer de cette fameuse statue de cire. Il découpe son adversaire et le one-shot. Là, on est dans l'arc Dream Island. Il fait extrêmement
extrêmement froid, il neige, la température est de moins 1000 degrés. Non, j'abuse un peu, mais la température est extrêmement froide. Et vous savez ce que Zoro fait? Il se met torse nu pour renforcer son corps et son esprit. Dans l'arc Alabasta, Zoro va se confronter à son premier mur, un mur d'acier en la personne de Mr. One. Mr. One a mangé le Supa Supa no Mi, ça lui permet de transformer son corps en acier, et Zoro a un problème de taille. Il ne sait pas trancher l'acier. Dans ce combat, Zoro va prendre très cher. C'est simple, depuis le combat contre Mihawk, on l'a jamais vu dans un si mauvais état. Il va tellement prendre cher que pendant le combat, Mr. One va découper un pilier qui soutient un bâtiment, et ce bâtiment va finir par tomber sur Zoro. Et pour Mr. One, c'est simple, aucun être humain ne peut survivre à de telles attaques, et surtout, aucun être humain ne peut survivre à un bâtiment qui lui tombe dessus. Pour Mr. One, c'est sûr et certain que Zoro est mort. Il va même partir, il va le laisser pour mort, le combat est terminé. Pour lui, le combat est terminé, peut-être, mais pour Zoro, pas du tout. À la surprise générale, il se tient toujours debout parce que oui, Zoro a réussi à esquiver tous les débris du bâtiment. Et comment vous dire que cette scène est totalement folle? Parce qu'en fait, Zoro n'a pas esquivé les débris. Disons qu'il savait où les débris n'allaient pas tomber. Il savait exactement où se placer pour éviter les débris. Et vous voyez, quand je vous ai parlé de Zoro qui méditait sous la neige, et ben c'est là que ça porte ses fruits. Parce que Zoro dit que quand les pierres sont tombées sur lui, il a senti leur présence comme si elles étaient vivantes. Un genre d'instinct s'est développé en lui. Et c'est à ce moment précis que Zoro se rappelle d'une leçon de son maître qui lui disait que ne rien trancher, c'est savoir tout trancher. Ce qui veut dire qu'en fait Zoro doit ne faire qu'un avec la matière qu'il veut trancher, et là il a débloqué une capacité de fou. S'il veut trancher l'acier, il faut qu'il comprenne l'essence même de l'acier. Et il l'a compris, et vous savez, la suite, il va trancher Mr. One en un seul coup et gagner le combat. Ok, là on est dans l'arc Long Ring Long Land, et c'est la première fois qu'on voit un vrai duo entre Sanji et Zoro. Ils doivent participer à un petit jeu de Foxy, une sorte de balle aux prisonniers, mais le problème c'est que déjà Sanji et Zoro vont affronter deux géants, mais qu'en plus de ça, ils n'auront pas le droit d'utiliser leurs armes. Vous savez très bien ce qui se passe, c'est pas un problème, surtout pour Sanji, parce que Sanji, on sait très bien que lui, sait utiliser ses pieds comme personne ne sait le faire, mais ce dont on n'est pas sûr, c'est est-ce que Zoro va pouvoir rivaliser avec des géants sans ses épées? Et la réponse c'est évidemment que oui. Il se cogne les poings pour affirmer qu'il est prêt, et là les amis, on va assister à un Zoro complètement cheaté. Comme vous pouvez vous en douter, au début c'est un peu brouillon entre Sanji et Zoro, ils ont du mal à s'entendre. Mais vous inquiétez pas, ça va vite changer. Même si Zoro prend quelques raclées et Sanji pareil, ils vont faire un petit move qui va très vite terrasser les géants. D'abord les géants vont tricher, ils vont quand même prendre des armes, et vous croyez vraiment que Zoro va lui aussi prendre ses armes? Non, le mec a donné sa parole. Il va combattre à main nue avec son pote Sanji. En tout cas, ils vont être potes le temps d'un instant, c'est sûr. Alors Sanji, comme vous vous en doutez, s'en sort plutôt bien. Mais là, c'est au tour de Zoro qui va littéralement utiliser sa technique sans sabre. Ouais, le gars va réussir à faire des tornades juste avec la force de ses poings et envoyer voler un géant à l'autre bout du terrain. Et là, il y a ce truc stylé entre Sanji et Zoro, parce que Sanji va utiliser sa jambe pour propulser Zoro dans les airs. Il va littéralement attraper la mâchoire du géant pour l'écraser au sol. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la force de Zoro, mais là où il va vraiment passer une très grosse étape en termes de puissance, c'est dans l'arc Enies Lobby contre Kaku. Kaku a mangé un fruit du démon qui permet de le transformer en girafe, et c'est un adversaire de taille pour Zoro. Déjà, non seulement sans mauvais jeu de mots parce qu'il est grand et il a un long cou, mais ce long cou, Zoro n'arrive pas du tout à le trancher. Kaku, c'est un mec très vicieux, et pendant le combat, il va tendre un piège à Zoro. Le plafond va littéralement tomber, et c'est comme si des lames, des milliers de lames tombaient sur Zoro. À ce moment-là, évidemment, ce sera pas du tout assez pour le tuer, mais quand même, il va devoir encaisser ce genre de coup. Ah oui, il y a aussi un truc que je vous ai pas dit, c'est que quand Zoro met son bandana sur sa tête, c'est qu'il devient sérieux. Et c'est exactement ce qu'il fait pendant ce combat. Le seul problème, c'est qu'il a beau utiliser ses techniques habituelles, d'habitude les mecs tombent, mais Kaku, lui, pas du tout. Il a pas envie de tomber. Alors le combat dure, Zoro a du mal, Kaku a du mal, c'est assez égalité, mais Kaku va faire une erreur de taille. Il va mal parler de Nico Robin. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu cette aura démoniaque sortir de Zoro. Alors pourquoi il a une aura démoniaque qui sort de lui? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, faut jamais mal parler des potes de Zoro, parce que là, il est très énervé. Ouais, parce que Kaku se met à flipper, parce que l'espace d'un instant, il a cru voir un dieu à 3 têtes et 6 bras. Mais ce qu'il a vu, c'est pas un dieu, c'est un démon, Ashura. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre que théoriquement, Zoro a un démon en lui. Et ça change tout parce que il va one-shot Kaku. D'ailleurs, pendant ce combat, Zoro a prouvé qu'il était rapide, qu'il avait des réflexes de fou, qu'il était quasiment intouchable. Endurant, on le savait déjà, mais à ce niveau-là, contre un membre du CP0, c'était encore du jamais vu. Et si on a déjà vu Zoro qui tranchait des bâtiments, etc., c'est exactement ce qu'il va faire contre son ancêtre Ryuma, qui est transformé en zombie pendant l'arc Thriller Bark. D'ailleurs, c'est pas vraiment le combat qui est intéressant dans cet arc, parce que le combat en lui-même est cool, mais rien de spectaculaire. Par contre, ce qui est spectaculaire, c'est que Zoro va réussir à je ne sais comment transpercer Ryuma, certes, mais créer des flammes bleues. Et c'est pile à ce moment-là que le combat s'arrête et que Ryuma décide d'offrir à Zoro sa lame noire, Shisui. C'est officiel, Zoro possède lui aussi sa propre lame noire. Il faut qu'on parle d'un moment légendaire. Et je pense honnêtement, en toute objectivité, tout manga confondu, j'ai pas peur de le dire, c'est le moment le plus légendaire, tout manga confondu. En tout cas, l'un des plus légendaires. C'est simple, on est à la fin de l'arc Thriller Bark et Zoro va se confronter à un problème de taille. Un pacifista, Kuma, un espèce de cyborg, bref, Zoro n'arrive pas à le vaincre et pour sauver son capitaine, Kuma lui propose un pacte. Cette bulle contient toute la souffrance, toute la fatigue, toute la douleur que Luffy a subie pendant l'arc Thriller Bark. Autant vous dire que c'est une souffrance énorme, et ça, ce que vous voyez là, c'est juste une petite bulle. Mais Zoro va mettre ça
sa main dans la bulle géante. Il va donc subir en une fraction de seconde tout ce que Luffy a subi. Et vous savez quoi? Vous savez très bien ce qui va se passer puisqu'on a parlé de Zoro depuis le début de cette vidéo. Oui, Zoro va rester debout, les bras croisés, en sang. Et vous croyez que c'est le genre de gars à montrer quand il a mal? Vous croyez que c'est le genre de gars à se vanter de ce qu'il vient de faire? Sanji arrive en panique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Zoro est debout, les bras croisés, c'est l'un des moments les plus badass que j'ai jamais vu. Et ça nous montre quoi? Bah déjà que Zoro est déterminé, mais ça vous le saviez déjà. Que Zoro a une endurance de malade, bien que ce petit incident va lui coûter 3 jours de coma. Et ça, comme j'ai dit, c'est le Zoro pré-time skip. Mais avant qu'on parle du Zoro post-time skip, il faut qu'on parle du Zoro qui sait mettre sa fierté de côté. Du Zoro qui est prêt à tout pour devenir plus fort, qui est prêt à tout pour sauver ses amis, qui est prêt à tout pour être le second du futur roi des pirates. Et vous vous rappelez forcément de Mihawk, et ben Zoro va aller voir Mihawk pour s'entraîner avec lui. Il va même pas hésiter une seule seconde à se mettre à genoux devant son futur maître. Et se mettre à genoux, c'est même pas un signe de faiblesse, c'est un signe d'humilité. Ok, Mihawk va répondre, tu veux que je t'entraîne? Tu vas devoir vaincre tous les singes de mon île. Mais ce que Mihawk ne sait pas à ce moment-là, c'est que Zoro a déjà vaincu tous les singes de l'île. Bon, il a galéré, c'est vrai, parce qu'il était encore blessé de la bulle de Kuma, mais il les a tous vaincus. L'entraînement reste très mystérieux, mais quoi qu'il en soit, on arrive post-time skip. Zoro a perdu un œil, ou peut-être pas, on sait pas du tout c'est quoi cet œil. Est-ce qu'il est crevé? Est-ce que Mihawk a décidé de taillader un œil pour que Zoro soit en quelque sorte plus fort qu'avant? Je sais pas, c'est bizarre, mais en tout cas, Zoro maîtrise le haki. Et vraiment, si le Zoro pré-time skip vous a impressionné, bah vous êtes vraiment pas prêt pour le Zoro post-time skip, parce qu'il va vraiment devenir incroyablement fort. Déjà, Zoro va faire une entrée fracassante après ses 2 ans d'entraînement. Au début du manga, il y a cette scène où Mihawk tranche littéralement un bateau entier, et c'est exactement ce que Zoro va faire. Il va trancher un bateau entièrement, et il va détruire un pacifista en une fraction de seconde, alors qu'avant il était incapable de le faire. Et le premier arc majeur du post-time skip, c'est l'arc Fishman Island. Et Zoro va encore une fois briller, mais cette fois-ci d'une manière très particulière. Il y a vraiment beaucoup de scènes dans Fishman Island qui vont se passer sous l'eau, et comme vous le savez, les utilisateurs de fruits du démon sont incapables de nager et donc de se battre sous l'eau. Mais ça, c'est pas le cas de Zoro, parce que Zoro n'a pas mangé de fruits du démon et Zoro va combattre dans l'eau un homme poisson. Non seulement il va combattre en retenant sa respiration, mais il va pas juste le combattre, il va le vaincre. Il va rivaliser avec un homme poisson. Il va être plus rapide qu'un homme poisson dans l'eau. Là où Zoro va utiliser un truc qu'il n'a jamais utilisé, c'est son charisme. Je sais pas si c'est son charisme ou le haki des rois, mais en tout cas, le combat contre Monet se résume à Zoro qui la paralyse. En fait, Monette est sûre à ce moment-là que Zoro ne l'attaquera pas parce qu'elle est une femme. Bon, déjà, c'est pas vraiment une femme, c'est une harpie qui est prête à tout pour dévorer ses proies. Mais la bête sauvage, c'est pas Monette. Non, la bête sauvage, c'est Zoro. Et Zoro le fait clairement savoir. Certes, il y a des choses qu'il ne veut pas découper, mais est-ce que vous avez déjà vu une bête sauvage promettre de ne pas mordre? En tout cas, Zoro, lui, n'en a jamais vu. Et c'est avec cette petite phrase qu'il va terrifier Monette, qui sera incapable de bouger et donc très facile à trancher, et en un seul coup, il va la vaincre. Bon, pour vous donner un aperçu de la puissance de Zoro, ça, c'est l'adversaire qu'il va affronter. Il s'appelle Pika et il mesure 470 mètres. Et forcément, ici, on va parler de la puissance de Zoro, oui, mais on va aussi parler de son intelligence, parce que ce gars-là a eu l'intelligence de demander à un autre mec de l'envoyer à toute puissance vers Pika. Et là, Zoro est littéralement en train de voler vers son adversaire et va trancher Pika en long, en large, en travers. Je veux dire, regardez le visage des gens autour de Zoro, ils sont choqués, mais lui, Zoro, ça le choque pas parce qu'il sait très bien qu'il peut couper tout et n'importe quoi s'il y met sa volonté. Et si vous pensez que tout ça c'était incroyable, bah vous vous trompez parce que Zoro va littéralement devenir le roi des enfers. Là, on est dans l'arc Wano, Zoro s'est fait capturer et donc ses armes ont été confisquées. Il est condamné à mort et c'est avec cette petite lame qu'il est censé se tuer. Et vraiment là, j'insiste parce qu'on a le parallèle entre Zoro et Mihawk. Quand Mihawk l'a vaincu avec cette petite épée, bah c'est en quelque sorte la revanche que Zoro va réussir à prendre en utilisant cette petite lame pour vaincre ses adversaires. Il va se sortir de cette situation et en plus de ça, vous allez voir les dégâts de malade qu'il arrive à faire avec cette lame. Par contre, Zoro a un problème, il a perdu ses épées et il a perdu Shusui, la lame qui lui a été donnée par Ryuma. Et justement, il sait très bien qui lui a volé, il s'agit de Gyukimaru. Et donc il va se mettre à sa poursuite, mais sur son chemin, il va tomber sur Killer. Et Killer, c'est l'un des meilleurs épéistes qu'il existe au monde. C'est en quelque sorte le second d'un des gars qui va devenir empereur, Kid. Donc c'est acté, Zoro doit combattre Killer sans sa meilleure épée, Shusui. Le combat commence et Zoro va malheureusement se faire blesser grièvement. Malheureusement, non, pas vraiment, parce que même s'il est blessé, il va utiliser la faute de Killer en guise de 3e épée. Et ça va donner lieu à cette technique. Zoro va finalement récupérer Shusui, mais le truc c'est que Shusui, pour les gens de Wano, c'est une épée sacrée. Elle appartenait, vous le savez, à Ryuma, qui était l'un des plus grands sabreurs du pays. Et donc le peuple va demander Shusui en retour, chose que Zoro va accepter à une seule condition, c'est d'avoir une autre épée à la place. Et cette épée, c'est Enma. Enma, c'est l'épée qui a appartenu à Oden et c'est la seule épée qui a réussi à trancher Kaido. Mais cette épée, elle a un inconvénient. En fait, elle draine l'énergie vitale de son possesseur. Et quand Zoro l'a pour la première fois, il a vraiment du mal à la maîtriser. Il essaie de couper un arbre avec, mais il va finir par couper la falaise entière. Son bras est complètement desséché, il a plus du tout de muscles et pourtant il arrive quand même à garder l'épée et il va quand même réussir à la maîtriser bien plus tard. Ce qui nous amène au combat contre Kaido. Luffy est aux portes de la mort, il vient de se faire détruire par Kaido. Il n'y a qu'une seule personne capable de défendre son corps inanimé, c'est Zoro. Mais comment faire pour blesser un gars qui est surnommé la
la créature la plus puissante du monde. Et comment faire pour blesser un gars qui ne s'est fait blesser qu'une seule fois en 25 ans? Et bah pour ça, il faut s'appeler Roronoa Zoro. Il faut avoir une détermination de malade, une force de malade, une vitesse de malade. Il faut être celui qui a fait une promesse, la promesse de ne jamais perdre un seul combat. Et peu importe que ce soit la créature la plus puissante du monde en face, il ne reculera devant rien. Là, il est plus question de s'économiser, il est plus question de faire semblant, c'est l'heure de passer à l'action, c'est l'heure de tout donner. Et s'il doit mourir, il mourra pour son capitaine. L'espace d'un instant, Kaido a eu la peur de sa vie, parce qu'en face de lui, il y avait un gars capable de le blesser, un gars qui a utilisé un haki, le haki des rois. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire que Zoro, c'est le seul gars qui a réussi à tenir une attaque de Big Mom et Kaido combinés. Quoi qu'il en soit, il est mal en point, et même s'il ne fait aucun doute qu'il aurait sûrement pu se régénérer au bout de quelques temps, peut-être quelques jours, le temps presse, et là il faut absolument que Zoro revienne en forme. Mais pour l'instant, il est plâtré de partout, il est blessé, mais très vite Zoro va se régénérer parce que Chopper va lui injecter un produit miracle, capable de le remettre sur pied, et c'est là qu'on va assister à l'un des combats les plus légendaires de One Piece. Est-ce que Zoro va combattre un lunarien, une race beaucoup plus évoluée génétiquement que l'être humain? Bien sûr que oui. Est-ce que Zoro a besoin de quelqu'un pour le projeter dans les airs à une vitesse incroyable? Bien sûr que non. Ce Zoro-là est mort. Il n'y a plus personne pour le projeter, il n'y a plus personne pour l'aider. C'est lui contre King. C'est sa promesse contre celle de King. C'est ses épées contre celle de King. C'est sa volonté contre celle de King. Toute l'île de Nugashima entend le combat d'un roi contre un autre. Et je sais pas vous, mais si je devais miser sur quelqu'un, ce serait Roronoa Zoro. Le seul et unique roi, c'est lui, le roi des enfers. Celui qui a promis qu'il ne perdrait plus jamais. Et après ça, on se retrouve dans l'arc Egghead Island. Et là, on a le Zoro mature, le Zoro qui même quand il dort est sur ses gardes et capable de ressentir les choses. Surtout quand il s'agit d'un adversaire qu'il a déjà affronté, en l'occurrence c'est Kaku, qui décide de l'attaquer par surprise, mais ça ne marchera pas. Zoro se réveille et éteint très facilement Kaku. Et d'ailleurs, même si on n'a pas trop parlé de son intelligence, Zoro est quelqu'un de très intelligent. Il a un très gros QI de combattant. Et même s'il va se rendre compte un peu plus tard que les séraphins qu'il combat dans l'arc Egghead Island sont littéralement des versions génétiquement modifiées de King, il va découvrir comment les vaincre. Tant que leurs flammes sont activées dans leur dos, ils ne subiront aucun dégât. Dans cet arc, Zoro va aussi affronter Rob Lucci. Et comment vous dire qu'il va réussir à humilier Rob Lucci d'une façon incroyable? Parce que pendant qu'il combat, il va entendre Sanji parler de lui. Sanji va dire de Zoro qu'il est un vrai boulet, qu'il ne fait que se perdre et qu'à chaque fois on attend après lui. Et ça, Zoro va mal le prendre et la seule façon de le prouver, c'est tout simplement de one-shot Rob Lucci. Alors on a vu que Zoro était rapide, qu'il était intelligent, qu'il était fort, qu'il était déterminé, mais c'est quoi la suite? C'est qui le prochain adversaire de Zoro? Déjà, il y aura sûrement Mihawk qu'on verra un jour, en tout cas je l'espère, et il y aura sûrement aussi un des 5 doyens. Et en parlant d'un doyen, d'un ancien, il y a cette vidéo que j'ai fait sur Goku. Oui, Goku est un ancien sur son entraînement pour la planète Namek, qui est pour moi l'un des plus beaux entraînements tout manga confondu. Et je vous promets qu'après avoir vu cette vidéo, vous ne verrez plus Goku de la même façon.